revient donc la tâche peut-être d'expliciter le développement durable, en tout cas d'essayer de vous intéresser à ce sujet qui, moi, me passionne depuis 20 ans, puisque j'ai un âge qui m'approche de la retraite, et 20 ans de combat, c'est très peu de choses pour très peu de progrès. Et donc, je vais vous présenter les grands enjeux, parce que ce sont les grands enjeux qui nous motivent. Le petit microcosme qui se bat depuis 20 ans pour faire émerger cette notion, nous sommes motivés par les enjeux, donc on ne peut pas sauter la case des enjeux. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous en parler, même si vous allez sans doute, très probablement, au fil des semaines et des mois, revenir sur ces enjeux de manière plus scientifique que je ne peux le faire. Et moi, je vous présenterai simplement un paysage des enjeux. Ensuite, on s'arrêtera sur le concept, parce que tout le monde parle maintenant du développement durable, ou on parle d'ailleurs un peu moins qu'avant. Il y a une espèce d'essoufflement sur le sujet. Et donc tout le monde en parle, mais chacun se fait son opinion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une doctrine, ce n'est pas une Bible, mais il y a quand même des notions à comprendre et à savoir. Et donc on essaiera de passer quelques minutes sur ces concepts. Et puis, on essaiera de prendre un peu plus de temps que je l'ai fait dans les années précédentes sur les perspectives. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec ce concept et à quoi ça va nous servir, sachant que l'on est quand même dans une période un peu compliquée pour l'humanité. Je ne parle pas simplement de la société française, de la société occidentale. On est dans une période compliquée qui va durer quelques décennies. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vos directeurs, vous êtes en plein dedans, quoi. Donc autant savoir ce qui vous attend, parce que c'est vous qui allez faire le monde. En face, de l'autre côté de la rue, en ce moment, il y a une délégation chinoise. Voilà. Délégation chinoise, pour vous donner une idée, j'ai été prof pendant un temps à l'école centrale Paris, au moment où on montait une école centrale à Pékin. Recrutement des 100 chinois de service pour constituer les 100 premiers centraliens de la promo. On a pris 100 jeunes Chinois parmi les 500 premiers du concours d'entrée unique dans le supérieur chinois. 8 millions de jeunes Chinois arrivent chaque année dans le supérieur. On a pris 100 dans les 500 premiers. Chaque élève de l'école centrale Pékin, c'était l'équivalent du major de Paris. Voilà. Donc on fabriquait 100 majors en Chine, à Pékin. Et donc voilà, demain, sur le marché du travail, dans la compétition internationale, voilà ce qui nous attend. Donc il faut qu'on existe. C'est pour ça que l'on a des Chinois actuellement de l'autre côté de la rue. C'est parce qu'on se dit qu'il vaut mieux faire alliance qu'être sur le bord du chemin. Donc ça fait partie des enjeux, et je vais y rentrer maintenant, si vous voulez bien, en m'aidant de cette clé qui marche en plus. Très bien, merci beaucoup. Simplement, ça, c'est pour vous rappeler, pour vous dire simplement quel a été mon chemin pour arriver ici. Moi, je suis un scientifique qui a mal tourné. Je suis hydrogéologue. J'ai fait une thèse sur la pollution des nappes par les hydrocarbures. Je me suis intéressé à l'urbanisme. J'ai fait un doctorat d'État sur l'aménagement du territoire. Et puis, au fil des eaux, je suis passé par le ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, de l'Écologie. Et je suis sorti de la fonction publique pour reprendre une entreprise familiale. Et donc je suis en même temps que je vous parle, je suis dans l'enseignement supérieur et je suis aussi patron d'une PME dans la restauration. Et on essaye de tout faire et on essaye de mettre du développement durable autant que l'on peut dans chacun des exercices. Il y a quelques années, il y avait le Grenelle de l'environnement, dont certains d'entre vous ont peut-être le souvenir. C'était en 2007, et donc le Grenelle a été une espèce de grande concertation nationale qui a permis de mettre sur la table des sujets lourds. On les a traités de manière un petit peu improvisée. L'exercice du Grenelle, c'était un exercice démocratique tout à fait étonnant, puisqu'en fait ce sont les ONG qui ont pris la main et qui ont organisé les débats et qui ont proposé des mesures. Et ces mesures ont été converties par le président de la République de l'époque, par Nicolas Sarkozy, et ce sont devenues des dispositions gouvernementales. Donc oui, pour vous qui vous intéressez peut-être pas encore de près à la vie politique, sachez que c'est complètement invraisemblable comme processus.
Normalement, on a une Assemblée nationale, on a un Sénat, on a des processus avec le gouvernement pour élaborer des lois, etc. On a complètement squeezé le truc et on est passé par une autre voie. Et donc on était à quelques doigts de ce que l'on appelle la démocratie directe. Et donc c'était tout à fait intéressant. Et moi j'ai été dans le bain, puisqu'on m'a confié le volet éducation du Grenelle de l'environnement, ce qui m'a amené à réfléchir au rôle de l'éducation dans la mutation d'une société en marche vers le développement durable. Et cela depuis l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur et à la formation des dirigeants. Voilà donc pourquoi je vous parle aujourd'hui. Et moi j'essaye de maintenir le sujet à flot et de le pousser autant qu'on peut, et notamment dans l'enseignement supérieur, puisque nous avons mis en place ce qui va vous être expliqué si ça n'a pas déjà été fait, le plan vert. Ça a été... Non, pas encore. Donc il y a une stratégie qui a été élaborée au niveau de la conférence des grandes écoles et de la conférence des présidents d'universités. Cette stratégie s'appelle le plan vert et elle s'impose à tous les établissements d'enseignement supérieur, grandes écoles et universités. Et donc c'est une stratégie à 360 degrés qui intègre tous les aspects du développement durable, aussi bien la gouvernance des établissements, l'ancrage territorial, l'intégration dans l'éducation, dans la pédagogie, dans la recherche. Enfin, voilà. Donc c'est une stratégie tous azimuts qui intègre le développement durable. On vous en reparlera parce que, évidemment, au cours des années que vous allez passer ici et sur le campus, vous allez entendre parler du plan vert. On a un plan vert aussi à l'échelle du campus. Voilà, donc on y va. Je vais vous raconter ça. Et un mot peut-être sur le contexte, parce que vous avez dû assister, vous vous rappelez des conférences sur le climat qui se sont déroulées au cours des années récentes. Il y a eu en particulier celle de Copenhague, qui a été un psychodrame, puisqu'il y avait une très forte pression médiatique pour que l'on arrive enfin à un accord pour succéder au protocole de Kyoto qui prend fin en 2014, et on n'y est pas arrivé. Et donc ça a été très relayé par les médias, et on a beaucoup mis en avant le réchauffement climatique à l'époque. Puis après, on a eu d'autres réunions, et vous savez que nous allons aujourd'hui vers 2015. 2015, ça va être un très grand événement pour le développement durable et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça va se passer à Paris. Donc c'est la France qui va organiser. Et tous les organismes de tout type, y compris les entreprises, y compris les collectivités, aujourd'hui se mobilisent par rapport à cet événement qui va être majeur. En 2015, il s'agit de mettre en place un engagement solide, signifiant, au niveau international, pour essayer de contenir le réchauffement climatique. Alors peut-être pas aux 2 degrés qu'on nous annonce, peut-être seulement aux 3 degrés qui seraient encore supportables, mais en tout cas pour éviter que l'on fasse exploser les compteurs. Or aujourd'hui, malgré toutes les dispositions qui ont été prises au niveau international, on n'est vraiment pas bon et on est aujourd'hui incapable d'endiguer le réchauffement climatique. Je vous recommande de vous rapprocher de Jean Jouzel, qui est notre climatologue de référence. Il est breton, il habite à 30 km d'ici, et il est vice-président du GIEC, le GIEC étant l'organisme scientifique international qui coordonne les recherches sur le réchauffement climatique. Voilà, donc on va peut-être démarrer par ce regard global. Donc ça fait maintenant quelques décennies, pratiquement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que le monde occidental, en tout cas, se développe en tirant profit des ressources naturelles et notamment énergétiques qui sont à la disposition de l'humanité à travers le monde. Et malgré ce formidable élan économique et la création de richesses, ma foi, on a des écarts de niveau de vie scandaleux et qui s'accroissent, et en même temps, on dégrade de manière considérable l'environnement. On a fermé les yeux pendant des années en pensant que l'on serait capable de réparer, et aujourd'hui, on fait le constat qu'on n'est vraiment pas capable de le faire. Donc, il est urgent de s'occuper sérieusement du problème. Et justement, c'est en 1969 que l'on a pris conscience, cette image est importante parce que c'est une image qui est passée partout, toutes les sociétés humaines ont vu ça, et on a tous compris que la Terre était un petit truc dans le cosmos, et que là-dessus, à l'époque, en 1969, il n'y avait que 3 milliards d'habitants, et vous savez combien nous sommes aujourd'hui? On est 7 milliards.
Voilà, donc ça, ce sont des trucs intéressants. Je vous recommande d'aller voir ça. Ce sont des cartes dites anamorphosées qui sont produites par un service de l'ONU qui se trouve en Norvège. Mais vous trouvez aussi des universités, celle de Sheffield s'est fait une spécialité de ce type de carte. Alors évidemment, c'est de la manipulation mentale, on est d'accord, mais c'est quand même intéressant parce que ça permet de se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça, c'est une représentation en fait du monde à travers la puissance économique. Ça date un peu, c'était en 2002 évidemment. Aujourd'hui, on verrait la Chine supplanter probablement le Japon. Mais vous voyez les écarts de richesse. Et ici, le même type de carte, mais sur un autre paramètre tout aussi important, je dirais beaucoup plus important que le dollar, c'est l'eau. Et aujourd'hui, on n'a jamais l'humanité n'a pu se développer sans disposer d'eau. Et vous voyez que les deux grandes puissances qui vont faire le XXIe siècle, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, ce sont deux puissances qui sont fragiles au niveau de la ressource en eau. Globalement, sur un plan quantitatif, elles sont à 30% en dessous de la moyenne mondiale. Mais quand on regarde la qualité des réserves, et notamment en Chine, on est effaré, parce que 75% des réserves chinoises sont polluées, parce qu'ils ont conduit les choses de manière complètement anarchique pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, un des très grands problèmes de la Chine, c'est de disposer de ressources en eau de bonne qualité. Donc quand vous regardez ce qui se passe actuellement sur la planète, et de façon générale, vous avez deux grands sujets qui sont d'ampleur internationale, planétaire, c'est le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité. Quand je dis dégradation, je suis modeste, c'est l'effondrement de la biodiversité. On va voir tout à l'heure, mais enfin, rapidement maintenant, on est en train de perdre, en l'espace d'un siècle, la moitié de la biodiversité terrestre. Hein, en quelques décennies, nous allons saccager les ressources génétiques, aussi bien végétales qu'animales, par notre impéritie, par notre manque de compréhension de l'impact de notre activité sur le monde vivant. C'est proprement scandaleux vis-à-vis des générations futures. Donc il y a ces deux phénomènes qui sont planétaires. Il y a un autre phénomène planétaire, c'est la démographie de l'humanité. Tout à l'heure, on disait 3 milliards en 1969, pratiquement 7 aujourd'hui. On va vers 9 ou 10 en 2040-2050. Et en soi, ce n'est pas scandaleux d'aller vers ce type de performance démographique. Le problème, c'est que derrière la démographie, il y a tout le reste. C'est-à-dire que plus vous avez de monde sur Terre, plus il faut faire de l'agriculture, faire de l'industrie, faire des transports, faire des villes, etc. Et donc, c'est bien le paramètre essentiel, la démographie, c'est le paramètre essentiel de la question qui m'amène devant vous ce matin. Donc, quand vous croisez tout ça et que vous y rajoutez les deux sujets qui vont avec le développement économique, parce qu'il est bien sûr nécessaire de développer pour satisfaire les besoins des populations. Il y a tellement de gens qui n'ont rien sur Terre qu'on ne peut pas fermer les yeux et on ne peut pas raisonner à partir de ce que l'on a chez nous, que ce soit en France, en Bretagne, à Rennes ou à Bru. Donc on raisonne par rapport à ce que les autres populations du monde peuvent avoir comme besoin. Et à ce moment-là, on comprend qu'il faut de l'énergie, parce qu'on n'a pas su, alors on saura peut-être un jour, mais aujourd'hui on ne sait pas faire de développement économique sans énergie. Jusqu'à présent, l'énergie que l'on a consommée, ce sont des énergies fossiles. 95% de l'énergie consommée sur Terre, c'est de l'énergie fossile. Donc il va falloir déconnecter avec les énergies fossiles. Et l'autre sujet, c'est la sécurité alimentaire, parce que tout à l'heure je vous disais, c'est pas scandaleux en soi d'avoir 10 milliards d'habitants sur Terre, le problème c'est qu'il va falloir les nourrir. Et donc on a les ressources, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de pratique agricole, mais encore faut-il s'organiser pour que ça marche. Donc voilà globalement le paysage. Voici le chemin que l'humanité a fait. Vous voyez qu'au XXe siècle, on était dans une période où plus on avait besoin de ressources, plus on en trouvait. Je vous disais tout à l'heure que je suis géologue. J'ai des collègues qui ont participé à la recherche pétrolière. Et il y avait encore un article cette semaine dans Le Monde qui montrait qu'aujourd'hui, on avait beau mettre sur le terrain des géologues pour trouver de nouveaux gisements, on en trouvait moins. Hein, et que donc, on arrive à un moment où les capacités techniques et financières de l'humanité sont débordées.
et on ne parvient plus à répondre aux besoins, en tout cas en temps voulu et à la hauteur voulue. Et donc voilà, vous voyez qu'on rentre dans cette période de l'humanité, donc le début du XXIe siècle, période pendant laquelle les besoins sont toujours croissants, tirés par la courbe démographique, alors que les ressources déclinent. Et donc il va falloir gérer le gap. Et ce gap, il s'accroît avec les années. Et ça va être votre problème. Oui, peut-être quand même un mot sur la partie haute du graphe, c'est le temps. Le temps est un paramètre stratégique absolument essentiel à toutes les échelles de l'activité, de votre activité personnelle, votre développement, vos études, votre carrière demain. Le temps est un paramètre incontournable dans l'analyse du développement durable. Et donc, regardez là-haut les petits segments orange. Donc, les 4 années, tout à fait sur la première ligne, c'est le temps politique, c'est le temps du mandat de M. Hollande. Après, vous passez au temps du retour sur investissement. Quand vous faites un investissement de manière classique, vous attendez un retour pour les 8 ou 10 ans qui viennent. Si vous ne l'avez pas, vous faites autre chose. Après, vous avez le temps des grands équipements. Une centrale nucléaire, au début, elle était prévue pour 25 ans. C'est la durée standard d'une centrale nucléaire. Aujourd'hui, on en est à pousser les centrales nucléaires françaises à des durées de vie de l'ordre de 50 ans ou 60 ans. Quand vous faites un TGV, ce n'est pas pour les 10 ans qui viennent. Vous faites une ligne TGV pour les 30, 40, 50 ans qui viennent. Quand on a fait le métro à Paris, Monsieur Bienvenu, vous connaissez tous Bienvenu, puisque vous prenez tous la gare et que vous allez tous à Montparnasse. Donc Monsieur Bienvenu, il a dessiné le métro en 1900. Le réseau métropolitain de Paris, qui fonctionne aujourd'hui, il a été conçu il y a un siècle. Donc voilà un peu l'importance du temps dans cette affaire. Et je passe sur les gaz, les fluorocarbones qui sont responsables du trou de l'ozone. Et on a aujourd'hui les gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. C'est à peu près la même chose. La durée de vie des molécules, c'est de l'ordre du siècle. Voilà, donc on est aujourd'hui dans cette problématique. Il faut gérer la partie basse du schéma avec le paramètre temps, et on ne sait pas faire. Globalement, c'est un sujet, si vous voulez, on est très mauvais, et on a beaucoup de difficultés, sauf dans le domaine économique, à introduire ce paramètre. Alors maintenant, comme je ne vais pas pouvoir tout détailler, je vous mets tout sur un tableau, histoire de, non pas de vous effrayer, mais simplement de vous montrer la complexité du truc. Et je vais le commenter quand même. Donc vous avez là-haut, en haut à gauche, le réchauffement climatique. On va passer quelques minutes tout à l'heure pour l'expliquer, mais voilà le paysage. Le réchauffement climatique, c'est global. Ça touche nos conditions de vie, non seulement celles des hommes, mais celles des conditions de vie de tous les êtres sur Terre. Et l'impact va être très important. Et déjà aujourd'hui, alors qu'on ne s'intéresse au sujet que depuis quelques décennies, on mesure des évolutions lourdes. Et donc les impacts du réchauffement climatique, ils ne vont pas être simplement au niveau de la montée du niveau des mers. C'est certainement, bien sûr, mais il y aura bien d'autres impacts, et notamment le déplacement des zones climatiques. Quand aujourd'hui on sait que la banquise va disparaître dans l'océan Arctique, et que l'horizon de la disparition de la banquise, ce n'est pas les siècles prochains, mais c'est le milieu du siècle actuel, la disparition de la banquise, ce n'est pas simplement un phénomène pour la télévision. Ça va considérablement impacter le climat global de l'hémisphère nord. Ce n'est pas un petit objet, la banquise, c'est colossal. Et quand la banquise disparaît, évidemment, toutes les zones périphériques vont être impactées. Et donc nos conditions climatiques en Bretagne vont considérablement être affectées par la disparition de la banquise. Donc, prenons la mesure de ce que représente le réchauffement climatique dans tous les domaines. Vous avez en bas à gauche le pavé de la démographie. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait probablement atteindre 9 ou 10 milliards à l'horizon 2050. Oui, mais ça veut dire plus 3 milliards d'habitants en l'espace de 3 ou 4 décennies.
c'est pas rien. Ça veut dire aussi qu'il va falloir subvenir aux besoins de ces 3 milliards supplémentaires en améliorant les conditions de vie de ceux qui sont aujourd'hui sur Terre. Mais vous savez que sur les milliards d'habitants que nous comptons aujourd'hui, il y a au moins 1 milliard d'habitants qui ne mangent pas à sa faim. Il y en a au moins 2 milliards supplémentaires qui n'ont pas accès à l'eau courante et à l'assainissement. Donc on a devant nous un formidable effort d'équipement et de développement pour permettre à toutes les communautés humaines d'accéder à un niveau de vie décent. Et rien que ça, c'est un effort colossal. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, on ne fait pas de développement économique sans énergie. Vous voyez évidemment la grosse flèche qui vous conduit sur le pavé énergie. Aujourd'hui, 95% de l'énergie consommée étant de l'énergie fossile, donc émettant des gaz à effet de serre, on est mal. Parce qu'évidemment, on se développe énormément. Vous savez que le taux de progression, le taux de croissance de la Chine, il est aujourd'hui de 8%. Et on se lamente en Chine qu'il ne soit que de 8%, parce qu'auparavant, il était de 10 ou de 11%, alors que nous, ici, on arrive à 0,2. Donc on évolue évidemment de manière très différente selon les zones économiques de notre planète. Et donc ce sont les pays en développement, notamment l'Inde et la Chine, mais aussi le Brésil, le Mexique et d'autres, et l'Angola par exemple, qui vont tirer ces besoins énergétiques. Alors tout le problème, c'est comment va-t-on faire pour subvenir aux besoins énergétiques sans plus passer par les énergies fossiles. Et donc, quand on croise tout ça et quand on s'amuse à mettre des mots sur les flèches, on se rend compte que la chose est compliquée. Et on arrive au dernier pavé. Le dernier pavé, c'est celui qui est le moins commenté. C'est celui qui est le moins commenté parce qu'en fait, les gens qui s'occupent de géopolitique, de relations internationales, sont assez moyennement cultivés sur les sujets du développement durable, de l'environnement ou de l'énergie. Et ils ne perçoivent pas que le fait de ne pas s'intéresser à ces grands enjeux et de ne pas apporter des solutions, c'est ce que préconise le développement durable, donc le fait de ne pas faire de développement durable, ça nous conduit en fait à des tensions géopolitiques. C'est un sujet qui risque de nous amener des conflits qui vont d'abord être des conflits locaux pour l'accès à la ressource première, c'est-à-dire l'eau. Et vous savez qu'il y a des tensions dans bien des points du globe, mais notamment au Moyen-Orient, sur l'accès à l'eau. Et puis il y aura bien sûr l'accès à l'énergie. Et donc l'accès à l'énergie, on a déjà vu des guerres économiques pour l'énergie, mais on risque d'avoir des guerres plus sérieuses. Et puis mettez-vous à la place des populations qui se trouvent dans les pays défavorisés, dans les pays du Sud, des jeunes gens de votre âge qui sont presque aussi cultivés que vous, qui ont accès aux mêmes outils que vous. Quand vous êtes aujourd'hui dans les fins fonds de l'Afrique, vous avez la possibilité d'accéder à Internet, vous avez accès aux cours du MIT et à ceux de l'école normale de Rennes, et donc la connaissance est parfaitement partagée. Et ces jeunes gens, ils sont bloqués, ils sont interdits de circuler, ils ne sont pas accueillis dans les pays occidentaux, et donc ils ont devant eux des pays qui connaissent une opulence scandaleuse, alors qu'eux sont dans la misère. Donc ça s'appelle créer de la frustration. Et donc je voudrais à travers ça vous faire comprendre à quel point il est important et urgent de venir non seulement en aide, mais d'amener ces populations à prendre en main leur destin et à être capables de construire leur développement. Parce que si on n'y parvient pas, eh bien, ce qui nous attend, c'est la fin de la paix. Or, ça fait quand même quelques décennies que nous sommes en paix, en tout cas dans cette partie-là du monde, et ce serait dommage de connaître les événements qui ont malheureusement marqué le cours du XXe siècle. N'imaginons pas que ce soit des menaces lointaines. La paix est un bien fragile et chaque jour, il faut se battre pour la maintenir. Voilà, donc pour moi, le développement durable, c'est la condition de la paix. Et c'est pour ça que je passe du temps à vous raconter les enjeux. Je regarde un peu ma montre. J'ai encore 1 heure, c'est ça à peu près? Avec les questions, donc d'accord. Ok. Donc, comme je vous l'ai promis, on ne va pas faire trop longtemps sur les enjeux pour éclairer ce que je viens de vous dire.
simplement pour vous montrer des schémas de ce type qui témoignent du réchauffement climatique. Parce qu'il y a encore de beaux esprits qui racontent dans les médias que le réchauffement climatique, c'est une lubie de certains scientifiques. Bon, j'espère que vous n'en êtes pas là, parce que si c'était le cas, ce serait dommage pour vous. Mais donc on a des scientifiques hyper sérieux, avec une concurrence qui est organisée entre des laboratoires pour éviter la pensée unique. Et donc le problème n'est pas de savoir si le réchauffement climatique existe ou pas, il est là. Hein, ça fait 20 ans qu'on sait que le réchauffement climatique est là, et davantage. Il est dû à l'activité humaine. Hein, c'est l'activité anthropique, c'est le fait de dégager des gaz à effet de serre qui provoque ce réchauffement accéléré. Nous n'avons plus la maîtrise du phénomène. On aurait pu l'avoir, mais on a laissé passer la fenêtre d'opportunité. Et donc aujourd'hui, on est dans la nécessité de nous adapter. Donc on n'est pas dans le fait de s'interroger, est-ce que ça existe, etc. Non, ça existe, ça progresse. Tous les phénomènes que l'on met à jour vont malheureusement dans le même sens. Et donc la question, c'est de s'organiser pour faire face. Et ça va être votre job. Et je peux vous dire que dans certains pays, c'est très sérieux, déjà aujourd'hui. Donc, bon, ça c'est la courbe qui est la courbe maîtresse qui montre, ça c'est l'évolution des températures sur un millier d'années. Mais vous avez à peu près la même courbe qui reprend, hein, c'est le même serpent avec la montée, la progression exponentielle depuis la révolution industrielle. Donc là, ce sont les concentrations en CO2 de l'atmosphère. Tout à l'heure, c'était les températures, mais vous voyez à quel point les deux sujets sont liés. La corrélation est très forte. Et ici, vous avez un schéma qui est un schéma majeur. Je ne passerai pas trop de temps pour vous l'expliciter, mais donc vous avez là les 4 dernières des glaciations. Une glaciation, c'est à peu près 100 000 ans. Et vous voyez que au cours de la... Donc nous sommes ici. Hein, il a fallu seulement 10 000 ans pour passer du plus froid au plus chaud. Et l'amplitude thermique, hein, dans une période glaciaire entre le plus froid et le plus chaud, c'est 8 degrés à l'échelle de la planète. D'accord ? 8 degrés. Et donc, vous voyez ici qu'il a fallu 10 à 15 000 ans pour faire le chemin des 8 degrés. Alors, 10 à 15 000 ans pour 8 degrés, rappelez-vous, 20e siècle, on a gagné 1 degré. 21e siècle, on va en gagner au moins 2, si ce n'est 3 ou 4. Ça veut dire qu'en 2 siècles, entre le 20e et le 21e siècle, on aura progressé de 4 degrés, soit la moitié du chemin que la planète a fait en 15 000 ans. Ça s'appelle une accélération. Voilà, et donc on est dans un phénomène qui nous déborde. Hein, qui nous déborde. Et ça ne va pas s'arrêter à la fin du XXIe siècle. C'est-à-dire que ce que je vous raconte, évidemment, vous allez le raconter, vous, dans 20 ou 30 ans, à vos enfants et à vos petits-enfants. Sauf que la situation aura changé dans 20 ou 30 ans. Donc vous ne raconterez pas la même chose que moi. Voilà ce qui va se passer. Au cours du XXIe siècle, on va réussir, parce que nous ne sommes pas idiots et que nous avons d'excellents ingénieurs et normaliens, on va réussir à construire une société qui émettra de moins en moins de gaz à effet de serre. Peut-être même finira-t-elle par être neutre. Donc la courbe des émissions va décroître. Le problème, c'est que les molécules qui sont émises et qui sont responsables de cet effet de serre, donc notamment le CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane et bien d'autres, ces molécules, elles ont une durée de vie. Et pour le CO2, la durée de vie, c'est entre 1 siècle et 3 siècles. Ça veut dire qu'une molécule qui est émise ce matin, elle va continuer à exercer son effet de serre pendant 100 ou 300 ans. Ça veut dire que le réchauffement climatique que l'on enregistre aujourd'hui, il provient des 100 années qui nous ont précédés. Et donc on a un effet de latence. Ça veut dire que même si on était très bon, et même si on arrivait à faire décliner la courbe des émissions de gaz à effet de serre, par effet de cumul et d'inertie, il va se passer un certain temps, ça c'est l'histoire de Fernand Reynaud, mais ça n'amuse personne, parce que personne dans la salle ne connaît Fernand Reynaud. Il y a quelqu'un qui connaît Fernand Reynaud? Bravo. Bravo. Bon, donc il faut un certain temps pour que le canon se refroidisse. Eh bien c'est pareil, il va falloir un certain temps pour qu'on arrive à l'asymptote. Et le certain temps, ça peut durer 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et on ne sait pas où on va s'arrêter.
On ne sait pas si on va s'arrêter à plus 3 degrés, plus 4, plus 5, plus 6 par rapport à la moyenne actuelle. Voilà, donc on est parti pour un sujet qui va nous intéresser pendant longtemps. Et les cours en développement durable et en réchauffement climatique, ils ont de l'avenir. Voilà ce que l'on voit quand on regarde ce qui se passe sur la planète. Ça, ce ne sont pas des simulations, hein, ce sont des enregistrements de température. Vous voyez que le nord se réchauffe plus vite que le sud. Vous voyez qu'il y a des zones comme le Nord-Canada ou la Sibérie qui ont déjà pris 3 degrés au cours du XXe siècle, et que le fait qu'elles aient pris 3 degrés, ça a provoqué la fonte des sols gelés, vous savez, le pergélisol, le permasol, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les quantités de méthane qui étaient prisonniers de ces glaces, de ces sols gelés, sont libérées. Et que donc, ça vient renforcer, si vous voulez, la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça vient renforcer les gaz qui sont émis par l'activité humaine. Voilà, donc on a schématiquement une progression du réchauffement climatique qui, chaque année, ou presque chaque année, se renforce. Et donc les laboratoires du GIEC et notre ami Jean Jouzel nous disent régulièrement, ah ben, tout compte fait, la banquise, elle ne va pas fondre en 2080, mais ça sera plutôt en 2060. Et puis après, ils nous disent, ah ben, ça sera peut-être 2035. Voilà. Et donc, à l'échelle des phénomènes géologiques, on est dans des vitesses absolument considérables. Donc, globalement, aujourd'hui, on ne peut rien faire d'autre que de freiner l'accélération. Bon, globalement, c'est à peu près notre seule capacité technique. On est en tout cas incapable de corriger le tir, on est incapable d'endiguer la montée en température tant qu'on en reste au niveau d'action que les États ont accepté d'adopter pour le protocole de Kyoto. Et ce protocole de Kyoto, globalement, représente 10% de l'effort qu'il faudrait faire. Alors on était content quand on a signé le protocole de Kyoto. On a mis beaucoup de temps avant de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, il arrive en fin de vie et on n'a rien pour le remplacer. Et c'est pour ça que le sommet de Paris en 2015 sera très important. Bon, ce slide, simplement pour vous montrer que, contrairement à ce que certains, en tout cas dans le grand public, peuvent croire, ce ne sont pas les industriels qui sont les premiers visés dans cette affaire. Évidemment, ils ont leur part de responsabilité, mais tout le monde, en fait. Toute activité humaine, que ce soit l'agriculture, que ce soit les transports, le logement ou l'industrie, toutes ces activités participent à l'émission de gaz à effet de serre. Donc en réalité, il nous faut revoir tous les processus de nos activités pour éviter qu'ils ne contribuent encore davantage et plus longtemps aux émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on a une réinvention de l'activité humaine sur le tapis. Il faut que l'on fasse cette réinvention. Et c'est pour ça que le développement durable, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas une doctrine quelconque, écolo, etc. C'est une invitation à inventer. Le développement durable, c'est il faut bouger, il faut réagir, il faut être créatif, il faut réinventer les choses. Je passe sur ces scénarios et on va regarder, si vous voulez, les questions énergétiques. Vous avez en grisé là-dessus les consommations énergétiques en 1990 par grande région du monde, et puis en couleur, vous avez la progression attendue avec l'évolution globale qui va nous amener à doubler la facture énergétique. Alors, j'attire votre attention sur ce type de raisonnement. Ce n'est pas un vrai raisonnement, c'est simplement une extrapolation. Et ce qui est embêtant, c'est que beaucoup d'industriels, et notamment dans la population de l'énergie, des énergéticiens, beaucoup en tirent parti pour dire, vous voyez, il faut que l'on monte les équipements, que l'on remplace les parcs de centrales thermiques, que l'on se mette à niveau pour pouvoir satisfaire les besoins de l'humanité. Et c'est faire abstraction du fait que nous avons le plus gros gisement du monde chez nous, c'est-à-dire les économies d'énergie. C'est-à-dire que si nous sommes intelligents, nous pouvons connaître un développement économique largement équivalent à celui que nous avons eu, mais qui va nous demander beaucoup, beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. Et donc,
ne nous trompons pas et évitons les analyses trop rapides qui nous font penser qu'il va falloir rajouter encore des équipements qui vont être très lourds et qui, vous l'avez compris tout à l'heure, ce sont des équipements qui trouvent leur rentabilité sur 40 ou 50 ans. Et donc, une fois qu'on a décidé un équipement de ce genre, on se trouve contraint parce qu'il faut qu'il soit rentable. Et donc, on est prisonnier du système. Et donc, il nous faut échapper à ce type de raisonnement parce qu'il faut que l'on ait de la souplesse et que l'on soit adaptable par rapport à ce nouveau monde et au peu de ressources de la planète. Et donc, ici, vous avez un schéma qui vous montre non pas l'épuisement du pétrole. Le pétrole ne s'épuise pas. Oui, bien sûr, un jour, il finira par s'épuiser. Mais aujourd'hui, on est loin du compte. Et si tout à l'heure, je vous disais qu'on avait beau mettre des géologues sur le terrain, on ne trouvait pas de gisements exceptionnels, etc., on en a encore beaucoup sous les pieds. Et donc la quantité de pétrole disponible aujourd'hui dans les gisements répertoriés et reconnus, ça nous assure 30, 40, 50 ans de consommation de pétrole. Donc la pénurie en pétrole n'est pas pour demain. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce que je vous dis. C'est même dramatique, parce que plus on a de pétrole, plus on est tenté de le consommer. Et c'est pareil pour le charbon. Je ne sais pas si j'ai le charbon. Voilà, j'ai le charbon derrière. Le problème, c'est qu'on en a plein sous les pieds. Le charbon, on a 2 siècles de consommation déjà inventoriés. Et autre phénomène, plus c'est cher, plus vous en avez. D'accord ? C'est-à-dire que plus le pétrole est cher à la pompe, plus vous pouvez exploiter des gisements qui sont plus profonds et plus compliqués sur un plan technique, donc plus coûteux. Et donc ce phénomène-là fait que voilà, donc, la pénurie en pétrole, elle ne peut survenir que par des aléas techniques, des aléas de marché, mais pas fondamentalement. Et de toute façon, j'espère bien qu'on aura dépassé ces problématiques dans 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est un sujet notamment pour les spéculateurs à la bourse, mais pour les gens sérieux, on raisonne autrement. Bon, je passe sur la répartition du charbon. Tout le monde en a, sauf nous, puisque l'Europe occidentale a mangé son charbon au cours du XIXe siècle. Donc c'est pour ça que les autres continents ne sont pas pressés de remplacer le protocole de Kyoto. Hein, ils ont ce qu'il faut sous les pieds, donc pourquoi s'embêter ? Un pétrolier comme Shell dit, ben voilà, ce qu'il faudrait faire. En 2060, il faudrait que les ressources en énergie fossile aient décru et qu'elles soient remplacées progressivement par les énergies renouvelables, avec la prime, là, qui est là-haut, qui s'appelle la surprise. C'est ce que l'on attend de vous, parce qu'il y a évidemment beaucoup à trouver encore en matière d'énergie. Mais tout ça, c'est très handicapé par la structure du parc. Hein. On a une inertie. Regardez le temps qu'il faut pour remplacer un parc automobile. Dans combien de temps est-ce que le parc automobile français sera électrique ou équivalent ou à voiture solaire, je ne sais pas, peut-être. Il va nous falloir 15, 20, 25 ans peut-être. Donc on a une problématique de temporalité, puisque notre capacité à inventer, notre capacité à diffuser des innovations, etc., est en fait très lente par rapport aux évolutions climatiques. On croyait qu'on avait du temps pour nous adapter et pour réagir. En fait, non, on est coincé par le temps. On ne va pas assez vite dans nos innovations. Bon, on passe, on s'arrête un instant sur la démographie, simplement pour vous rappeler ce que je vous disais tout à l'heure. On est parti de 1,5 milliard au début du XXe siècle, c'était il n'y a quand même pas si longtemps. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas très loin, le début du XXe siècle. Et on est arrivé, donc, on est maintenant à 6,5 milliards, 7. Est-ce que l'on va arriver à contraindre la courbe démographique? Est-ce qu'on va arriver à la rabattre, par exemple, par un planning familial qui serait exercé à l'échelle planétaire? Parce que c'est le moyen, au fond. On n'est pas complètement sans ressources par rapport à cette progression démographique. Et dans des pays confortables comme le nôtre, on est arrivé à limiter la progression démographique. Et si on y arrivait, notamment en Afrique et en Inde, on pourrait peut-être ne parvenir qu'à 8 ou 9 milliards d'habitants en 2040 ou 2050. Et c'est pas rien. Hein. Ça veut dire que si on faisait cette performance démographique,
ça réduirait de moitié la problématique d'ici 2050. Voilà globalement le schéma de la population humaine pratiquement aujourd'hui sur Terre. Vous avez l'Inde qui domine l'Asie, parce qu'en Inde, on n'a pas établi la politique de l'enfant unique. En Chine, on l'a fait, donc la Chine va connaître une crise démographique dans très peu de temps. Dans moins de 10 ans, la Chine va être touchée par cette crise démographique. Ça risque de lui poser des problèmes internes, des problèmes de stabilité interne. Quant à l'Inde, elle est explosive, et l'Afrique encore davantage. Et en Afrique, il y a une progression phénoménale des conditions sanitaires, ce qui amène aussi une augmentation de l'espérance de vie, je dirais heureusement, puisqu'il y a des pays en Afrique où l'espérance de vie est seulement de 40 ans, mais ça progresse très vite. Et donc l'Afrique est certainement le continent qui va connaître la plus forte progression au cours du XXIe siècle. Et nous, bien sûr, vous avez regardé, vous avez cherché l'Europe, vous avez vu quelle place nous occupons. Dans la problématique des enjeux que je vous présente, l'Europe pèse pas grand-chose. Il est clair que l'évolution du monde, les décennies qui viennent, vont être dessinées par les grands pays émergents, et notamment par l'Inde et par la Chine. C'est la façon dont ces pays-là vont réagir aux problèmes que l'on expose ce matin, c'est la façon dont ils vont réagir qui va être déterminante pour tout le monde. Nous, ce que nous faisons, c'est sympa, mais ça pèse rien. Je ne devrais pas dire ça. Quand on a une politique qui s'appelle le plan vert, qui s'exerce sur le campus de Kerlan, quand vous avez l'école des métiers de l'environnement dont je suis président, qui est en face et où j'explique à mes élèves qu'il faut apprendre à lutter contre les pollutions, à limiter les consommations d'eau, enfin, etc. Franchement, c'est important pour nous, localement, mais à l'échelle du monde, ce n'est pas ça qui va changer la face de la planète. Donc on est bien dans une problématique géopolitique. Si mon intervention vous amène à comprendre que le développement durable, ce n'est pas l'écologie intégriste que l'on applique localement dans des sociétés qui sont déjà bien nanties comme la nôtre, j'aurais servi à quelque chose. Le développement durable, c'est une problématique géopolitique et dont nous devons être les porteurs pour pouvoir assurer un avenir aux générations qui nous suivent. Et si on ne le fait pas, on va vers des sujets beaucoup plus difficiles. Alors, en matière de sécurité alimentaire, comme on est en Bretagne, vous savez que la Bretagne, couplée avec les Pays de la Loire, Bretagne et Pays de la Loire, c'est la première région agricole du monde. On a une puissance fantastique. Ça ne paraît pas, mais pourtant c'est ainsi. Et donc on est très concerné dans notre région par ces problématiques alimentaires. Et quand on veut satisfaire les besoins de 8 ou 10 milliards d'habitants, il faut s'intéresser non seulement aux aspects quantitatifs, mais aussi à la qualité de ce qu'ils mangent. Et quand nous avions une nourriture très diversifiée en Occident, dans les pays orientaux, l'essentiel de la nourriture était apporté par des céréales comme le riz. Et les céréales, c'est ce qui est le moins coûteux en termes de production agroalimentaire. Alors que quand on mange de la viande, eh bien, il faut l'équivalent, par exemple, pour faire 1 kg de bœuf, il faut l'équivalent de 10 kg de céréales. Et donc, si vous faites passer 1 milliard de Chinois du régime riz au régime McDo, vous multipliez par 10 les quantités de céréales nécessaires pour satisfaire les besoins des Chinois. Donc, il va falloir que l'on fasse très attention à la qualité de l'alimentation, à son contenu, notamment en matière protéique. Vous avez un autre phénomène dont on a beaucoup parlé dans la presse à une époque et qui commence à s'estomper un peu, c'est la concurrence en matière de céréales entre la vocation vivrière, alimentaire, et la vocation industrielle, puisqu'on a fabriqué des carburants avec du maïs et du blé, quoi. On a quand même gaspillé des graines, donc l'essentiel de ce qui fait notre alimentation depuis des siècles, depuis des millénaires, on l'a sacrifié pour faire du carburant.
On s'est rendu compte que c'était une aberration. On est revenu sur le sujet. Maintenant, on fait des biocarburants à partir du végétal entier et non plus simplement à partir des graines. Ce sont les biocarburants de deuxième génération. Et on est en train de mettre en place une troisième génération de biocarburants à partir des algues. Et on produit maintenant des biocarburants dans des usines avec comme des gros tubes à essai dans lesquels il y a des algues qui prolifèrent alimentées par le CO2 des usines. Voilà, donc il va falloir aussi donc, que l'on organise enfin, c'est un point de vue personnel, évidemment, il faut que la vocation alimentaire de l'agriculture soit dominante. Sinon, on n'arrivera pas à satisfaire les besoins de tout le monde. Et puis après, vous avez d'autres sujets intéressants. Par exemple, les structures de production, les aspects logistiques. Imaginez que tiens, il y a une cellule photo quelque chose, non? Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon. Non, mais sur une centaine de kilos de céréales récoltées dans les pays du Sud, on va en perdre 25 au niveau de la production. Parce que la logistique n'est pas au niveau. Les silos qui permettent de stocker la céréale après la récolte sont de piètre qualité. Ils sont envahis par des toxines, par des rongeurs, et donc par l'humidité. Et à la fin du compte, on perd 25% de la récolte. Simplement parce qu'on n'a pas les moyens logistiques appropriés. Un autre scandale, c'est en aval. Et vous avez entendu parler d'un plan gouvernemental de lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez dû voir ça dans les mois derniers à la télévision. Là aussi, scandale. 25% de la nourriture achetée par les Français dans les supermarchés, etc., part à la poubelle. Parce qu'on a dépassé les durées légales de consommation. C'est un pur scandale. Quand on pense à ce qu'il y a derrière des paquets de repas tout préparés, achetés au supermarché, etc., et que l'on jette parce qu'on a laissé dépasser la date, c'est scandaleux. Éthiquement, c'est scandaleux. Et donc, on a toute une éducation alimentaire à refaire, parce que ça, c'est appris. Ça fait que 20 ou 30 ans que l'on est dans ce gaspillage. Quand les plus âgés, dont je fais partie, j'ai connu les années 50 et 60, je peux vous dire qu'on faisait très attention au pain et on était content d'avoir du pain. Et donc, aller s'alimenter, c'était aussi faire des efforts parce qu'il n'y avait pas de supermarché, qu'il fallait faire des courses, etc. Et donc, on avait une culture, on avait une approche de l'alimentation qui était très différente de celle d'aujourd'hui. Et donc, il va falloir que l'on revienne sur cette culture et ce n'est pas simple de revenir sur une culture. Voilà, et quant à la biodiversité, je vous disais tout à l'heure qu'on était non pas dans une dégradation, mais dans un effondrement. On est véritablement dans un effondrement de biodiversité. Quand on sait tout ce que l'on doit à la nature, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons pris dans la nature en fait. On l'a plus ou moins domestiqué, on s'est organisé pour avoir des ressources que l'on produit maintenant de manière plus ou moins industrielle, mais au départ, y compris la pharmacie, l'alimentation évidemment, tout ce qui est notre environnement bâti, etc., tout ça provient de la nature. Et donc, quand on ne prend pas garde à la sauvegarde de ces espèces, naturelles, végétales ou animales, eh bien, d'abord, c'est complètement inconséquent de notre part, mais on se prive dès aujourd'hui de ressources, et surtout, on prive les générations prochaines. Et vous savez que chaque jour, vous n'avez qu'à lire le journal, vous verrez une nouvelle molécule découverte dans je ne sais quel végétal qui guérit je ne sais quelle maladie, enfin, etc. Donc, on ne peut pas, c'est inconséquent que de ne pas veiller à la biodiversité. Et voilà ce que l'on fait, voilà le genre de pratique. Là, c'est la pêche du cabillaud à Terre-Neuve, donc du côté du Canada. Eh bien, pendant les premières années, on utilisait des moyens standards, traditionnels, et donc on faisait des pêches qui étaient sympas, et puis plus ou moins fructueuses. Et puis un jour, on a mis en place des moyens de pêche industriels, et on a pêché la morue autrement, avec des chaluts, et on a fait des ravages dans les stocks. Il n'a pas fallu longtemps. En quelques années, on a détruit le stock. Aujourd'hui, il n'y a plus de morue à Terre-Neuve, alors que ça a été l'activité pendant près d'un siècle des pêcheurs de Saint-Malo. Voilà, donc voilà comment l'humanité est capable de dégrader la biodiversité. Il ne faut pas longtemps. Et ça va donc très vite.
Donc ça, c'est le schéma standard, c'est-à-dire que, vous voyez, la cascade, l'effet cascade. On a une démographie qui est galopante. Derrière la démographie, on a des besoins pour satisfaire les besoins des hommes. On ne sait pas faire ça proprement, donc on émet des déchets, des gaz à effet de serre, des pollutions variées. On dégrade le milieu naturel, et puis à la fin du compte, on finit par couper la branche sur laquelle on est assis. Voilà, globalement, le schéma dans lequel nous sommes depuis trop longtemps. Alors, justement, ayant fait ce constat, eh bien, on s'est dit, il faut quand même sortir de ce cercle infernal et essayons d'inventer un nouveau modèle de développement. Comme le disait tout à l'heure Patrice Quinton, le développement durable, c'est un moyen de satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans hypothéquer les besoins des générations futures. Et ça a été un peu, ça paraît bête de le dire aujourd'hui, mais il a fallu un certain temps pour progresser dans la pensée. Et vous voyez que l'on peut faire remonter le développement durable à 1972. Donc ce n'est pas une histoire de médias, ce n'est pas le Grenelle de l'environnement qui aurait inventé le développement durable. Ça remonte à maintenant une cinquantaine d'années, pas loin. Donc voilà ce qui est donné comme étant la définition générique du développement durable. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas une définition. Si vous lisez attentivement la formule, on ne vous dit pas ce que c'est que le développement durable. On vous dit les finalités du développement durable. Et donc le développement durable, ce sont des chemins. Et chaque société humaine a la liberté d'inventer son chemin en fonction de son niveau de développement, de ses ressources, de sa volonté d'agir, etc. Donc ce n'est pas une doctrine. Contrairement à certains détracteurs qui nous expliquent que le développement durable, c'est la pensée unique, etc., pas du tout. Au contraire, c'est une prise de responsabilité et c'est à chacun de trouver le moyen de répondre aux problématiques. Il y a deux principes importants. Le principe d'équité. Par exemple, les pays du Nord ont reconnu leur responsabilité dans le réchauffement climatique. Et donc les pays du Nord disent la plus grande part de l'effort, c'est nous qui devons la produire. De façon que les pays du Sud, qui n'ont pas atteint un niveau de développement suffisant, puissent y parvenir. Ça s'appelle de l'équité. L'intégration, c'est que le sujet développement durable, environnement, etc., ce n'est pas un sujet à côté des autres. C'est un sujet qui intègre, qui imprègne toute l'activité humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une politique de transport sans qu'elle soit spontanément de développement durable, ou à ce moment-là, elle ne tient pas la route. Donc on ne peut avoir aucune politique. En ce moment, on est en train de revoir la politique agricole commune, c'est en train de se faire. Cette politique agricole commune, elle est imprégnée de développement durable. J'ai entendu des patrons de grands groupes industriels déclarer à la tribune, devant leurs actionnaires, « Je n'ai pas de rapport développement durable. Je n'ai qu'un rapport, c'est le développement durable. » D'accord ? Ce n'est pas un truc à côté en plus, qu'on fait si on a le temps. C'est intégré. Donc ça, c'est le schéma que vous connaissez tous, qui essaye d'exprimer, non pas les trois piliers. Alors là, ne parlez plus des trois piliers si jamais ça vous est arrivé, parce que c'est une absurdité architecturale. Trois piliers, normalement, c'est trois trucs parallèles qui ne se rencontrent pas. Alors justement, le développement durable, la valeur ajoutée du développement durable, ce sont les interfaces. C'est le viable, le vivable et l'équitable qui créent de la valeur ajoutée. Sinon, si vous dites c'est de l'environnement, de l'économique et du social, bon, on a toujours eu ça. Le fait d'en parler ne change rien au problème. Ce qui est intéressant, c'est de créer les interfaces. Et donc vous comprenez que l'interface triple qui est au milieu, il commence à ressembler un peu à ce que veut dire durable, puisque malheureusement notre langue a mal traduit le sustainable anglais, et que quand vous dites sustainable en anglais, vous dites deux choses qui n'apparaissent pas dans notre mot français. Vous dites d'une part soutenable par rapport aux ressources disponibles. Il nous faut inventer un nouveau modèle de développement qui soit soutenable par rapport aux ressources de la planète. Et ce n'est pas rien de le dire quand vous avez vu les graphes précédents. Et le deuxième sujet, la deuxième dimension du mot soutenable, sustainable, qui n'apparaît pas dans durable, c'est défendable. C'est éthiquement défendable. Le nouveau modèle de développement que l'on doit mettre en place, il doit être éthique. Et comme vous avez peut-être pour certains un jour à défendre une thèse devant un jury, vous défendrez votre thèse. Eh bien nous devons défendre ce développement nouveau, qui doit être éthique, qui doit être équitable.
Alors, quand je suis devant des élèves aussi compétents que les normaliens, je rentre un peu dans le détail. Et là, j'ai mis sur ce schéma l'essentiel des notions qui sont relatives au développement durable. Alors, je passe 3 minutes pour vous expliquer ce schéma. Ce schéma s'applique à toute activité. Ça s'applique à une politique de collectivité locale, ça s'applique à la stratégie du pays. On a une stratégie nationale de développement durable au niveau du pays. Ça s'applique à l'Europe, ça s'applique à une entreprise, ça s'applique à une famille. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit l'action, on commence d'abord par se fixer des objectifs qui doivent être viables, vivables, équitables. Donc, on est au cœur de ce qu'il faut faire. Et on définit, alors ça peut se faire par exemple par concertation. Aujourd'hui, on a une pratique de démocratie nouvelle qui fait que l'on associe le public à la définition des objectifs. Donc on fait ça, on définit d'abord les objectifs. Et puis après, c'est assez logique, on réfléchit à comment on va faire pour atteindre ces objectifs. Et à ce moment-là, on remonte sur le tétraèdre et on cherche à élaborer un programme d'action. Ce programme d'action, il n'est pas standard. Il doit répondre à des critères et à des principes philosophiques qui ont été inscrits dans la déclaration de Rio en 1992 et qui s'appellent les principes du développement durable. Et ces principes, toutes les nations signataires, il y avait 178 pays représentés par leurs chefs d'État qui ont signé la déclaration de Rio. Ce n'était pas un petit événement. On n'a rien d'équivalent depuis très longtemps dans la vie politique internationale. On n'a pas d'événement aussi important que la déclaration de Rio depuis 20 ans. Donc c'est un engagement massif au plus haut niveau des États pour adopter des principes nouveaux d'action qui s'appellent ces principes de développement durable, au premier rang desquels on va trouver le principe responsabilité, le principe de précaution et autre chose. Donc je ne détaille pas les principes, mais vous savez qu'il y a un corpus éthique qui structure le développement durable. Donc, deuxième étape, on part du principe que vous avez élaboré votre plan d'action et que maintenant vous vous apprêtez à le mettre en œuvre. Vous redescendez depuis la gouvernance et vous allez par exemple sur l'environnement. Vous avez une politique environnementale à mettre en œuvre et vous la déclinez. Eh bien, vous allez trouver des appuis qui sont des normes. Les normes, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà les normes ISO 9000 et autres trucs, mais aussi les normes ISO 14000, qui sont les normes de management environnemental. Peut-être même connaissez-vous l'ISO 26000. Qui connaît l'ISO 26000 ? Ah, on n'est pas dans la culture. Donc l'ISO 26000, c'est la norme de responsabilité sociale qui a été mise au point il y a maintenant 2 bonnes années, et qui a été adopté par 90 pays, y compris la Chine. Donc, quand on décline, si vous voulez, quand on part de la gouvernance et quand on met en œuvre des choses, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur un corpus de normes. Et donc, vous avez les normes ISO 14000 pour l'environnement et 26000 globalement pour la responsabilité sociale. Et quand vous êtes dans le développement durable, il y a un impératif qui est celui de mesurer ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il faut mesurer la progression, il faut s'assurer que l'on va dans la bonne direction, que l'on ne dérive pas, et il faut donc mettre en place des indicateurs. C'est le sens de IDD qui est au cœur du tétraèdre. IDD, ça veut donc dire indicateur de développement durable. Alors moi, je me rappelle, dans les premiers temps du développement durable, on nous expliquait que c'était l'environnemental, le social, l'économique, et on nous montrait des batteries d'indicateurs invraisemblables. Je me rappelle un triptyque qui faisait 139 indicateurs. Avec ça, on était bien. Donc il nous faut des indicateurs, mais des indicateurs qui soient simples, qui soient signifiants, et qui ne soient pas simplement des indicateurs d'État. Il nous faut des indicateurs de politique. Les indicateurs de développement durable sont des indicateurs qui nous disent si la politique que l'on conduit va vraiment rejoindre les objectifs qu'elle s'est donnés. Et ce n'est pas toujours le cas. Ne faisons pas d'allusion sur les questions budgétaires et fiscales, ça serait trop facile. Voilà, donc, schématiquement, voilà le schéma de pensée du développement durable. Premièrement, on fixe des objectifs qui sont viables, vivables, équitables.
Deuxièmement, on élabore un programme d'action qui répond à des principes éthiques qui ont été adoptés par la communauté des nations en 1992. Et puis, troisièmement, on décline l'action et on respecte des normes. Alors, bon, respecter les normes, c'est parfois un peu contraignant, je vous l'accorde. Et je préfère des journées normaliennes à des journées normalisées, par exemple. Journée normalisée du développement durable, ça me ferait peur, parce que ça briderait, si vous voulez, l'inventivité qui est nécessaire. Cependant, on ne va quand même pas critiquer non plus les normes, parce que quand il n'y a pas de normes, on fait n'importe quoi. Donc il en faut un peu. Deux commentaires sur les deux sujets que je n'ai pas encore abordés, le temps et la culture. Le temps, c'est complètement intégré au développement durable, c'est intégré au concept. Vous trouvez le temps dans le processus même que je viens de décrire. L'évaluation à partir des indicateurs, c'est un processus temporel. Mais le temps, c'est la prospective. C'est-à-dire que vous devez fixer un avenir. Quand vous définissez l'avenir que vous voulez atteindre, vous êtes dans la prospective. La prospective, ce n'est pas simplement prolonger des courbes. La prospective, c'est un exercice politique. Quel est l'avenir que nous voulons construire et comment fait-on pour y parvenir? Et l'évaluation, donc, c'est le processus qui nous permet de valider notre démarche. Quant à la culture, alors j'ai certains collègues qui, il y a déjà très longtemps, disaient « Ah, les 3 piliers du développement durable, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la culture. » Je suis d'accord avec eux, il faut la culture. Mais la culture, elle est là. C'est-à-dire que quand vous dites à un Anglais environnement, je peux vous dire que dans sa tête, il n'a pas du tout la même représentation mentale que celle que vous pouvez avoir vous-même. Tous les mots sont porteurs de sens. Et dans chaque culture et dans chaque langue, ils sont différents. Et donc, le schéma que je vous montre, avec les mots qui sont le social, l'économique, l'équitable, etc., tous ces mots-là ont une dimension culturelle essentielle. Donc la culture, elle est tout à fait présente dans ce schéma. Et c'est d'ailleurs ce qui est passionnant en termes d'éducation. Parce que ça veut dire que nous avons devant nous un challenge qui est de faire converger les différentes cultures du monde sur un même concept, en laissant la liberté à chacun de l'inventer. Donc l'éducation au développement durable est un bonheur intellectuel, un peu compliqué quand même à mettre en œuvre sur le terrain, mais sur le plan intellectuel, c'est passionnant. Et donc voilà ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui a fait une longue carrière et qui était un personnage très respecté, donc au sommet de Davos, vous savez, Davos, ça se passe en février à Davos, c'est le sommet économique mondial, tous les grands chefs d'entreprise se retrouvent, les chefs d'État, etc. Et donc à Davos, en 1999, Kofi Annan dit « Essayons de concilier les puissances du marché avec les objectifs du développement durable, et on y arrivera ». Et donc ça a été une injonction faite aux grandes entreprises internationales, et beaucoup ont adhéré. Et donc c'est devenu Global Compact, ça s'appelle en français le contrat mondial, et nous avons en France un très fort contingent d'entreprises qui ont adhéré à Global Compact. Les entreprises françaises, c'est le plus fort contingent de signataires au monde. Il doit y avoir quelque chose comme 6000 signataires, et on doit compter 800 ou 850 entreprises françaises dans le lot. Voilà, donc ce contrat mondial, c'est en fait une espèce de... ce sont les 10 commandements du développement durable, version entreprise, si vous voulez. Alors, on ne va pas décliner tout ça, on va aller maintenant sur comment on fait, qu'est-ce que l'on fait avec le concept qu'on vient de voir. On connaît les enjeux, on a vu que ce n'était pas simple, on a un concept qui est malléable, qui est politiquement passionnant. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a des domaines sur lesquels on peut travailler. Alors déjà, il y a la problématique du temps, bien sûr. Il y a des questions de boîte à outils, il y a des questions de méthodologie, mais on est assez bien documenté là-dessus. On commence à avoir de l'expérience, on sait comment il faut faire. Donc la question, c'est plutôt comment on prend les choses. Alors on peut les prendre de manière tout à fait sympathique en disant « je vais cotiser à la Fondation Nicolas Hulot », ce qui est un premier pas, et ne vous privez pas de le faire surtout. Mais on peut aussi commencer à adapter son propre comportement au niveau de l'individu. Après, on peut se dire, mais au fond, si je faisais la même chose au niveau de mon entreprise, il y aurait un effet levier.
et c'est ce que d'ailleurs constatent beaucoup d'entreprises qui sont lancées dans des politiques de développement durable assez sincères, elles ont très vite vu qu'elles avaient un bénéfice dans ce changement de posture. Et donc on peut réinvestir les bénéfices pour être encore plus performant la fois suivante, etc. Et puis petit à petit, on en arrive à comprendre qu'il faut changer le modèle. Ça peut être un changement simplement au niveau des pratiques, ou ça peut être un changement carrément de business. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais restaurateur. Donc je suis toujours restaurateur. Ce soir, je serai restaurateur. Et donc sur les tables de mes clients, je mets des carafes d'eau. Donc je prends l'eau au robinet. Alors j'ai un appareil qui filtre l'eau, qui enlève les odeurs d'eau de javel, etc. Bon. Mais ce sont des carafes donc d'eau fraîche, pétillante ou pas. Enfin, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? L'eau San Pellegrino, que me demandaient mes clients auparavant, elle venait d'où? Elle venait d'Italie. Donc elle était mise en bouteille en Italie, elle traversait la France en camion, déchargée rue d'Entrain, où j'ai mon restaurant, descendue dans la cave du restaurant, stockée dans la cave, remontée pour être mise dans les chambres froides, pour être mise à température, sortie des chambres froides pour être portée sur les tables des clients, remise dans les caisses pour être redescendue à la cave, pour repartir dans le camion pour revenir à San Pellegrino. Aberrant. Tout ça pour 1 litre d'eau. C'est débile, quoi. Quand on réfléchit au truc, c'est débile. Alors que vous avez un robinet, il n'y a qu'à tourner le robinet. Voilà, donc vous voyez que quand vous réfléchissez à la manière d'être respectueux de la ressource et en même temps respectueux des générations futures, vous changez le modèle. Évidemment, ça ne fait pas plaisir aux transporteurs de bouteilles. Mais bon, il n'y a pas d'évolution sans casser les œufs aussi. Donc le développement durable n'est pas un truc facile. Ça a des impacts et ça peut être très perturbant. Mais il y en a qui sont malins. Et il y en a qui se disent, je vais vendre la machine à rafraîchir l'eau et Bréjon, il va m'acheter la machine. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc lui, il a fait son business. Lui, il a compris que le développement durable, ce n'était pas de la contrainte, c'était de l'opportunité. Et que ça demandait de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vais passer un peu vite, pardon. Voilà les grands sujets sur lesquels on peut agir. Alors, le premier, la gouvernance mondiale. Vous avez compris, on est dans un problème géopolitique. Aujourd'hui, l'ONU n'a pas les moyens, n'a pas de réponse adaptée à l'ampleur des enjeux. Le seul programme des Nations Unies qui traite des problématiques environnementales s'appelle le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est un tout petit programme qui relève du secrétaire général. Alors que vous avez des sujets comme l'Organisation mondiale du commerce qui mobilise des capacités financières fantastiques. Le rapport entre le levier d'action du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le levier d'action de l'OMC, le rapport est de 1 à 1000. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans le même sujet. Et il faut absolument que nous trouvions les moyens de faire monter ces sujets que sont l'environnement et le développement durable au premier rang. Alors je me rappelle avoir organisé un colloque il y a 15 ans pour analyser la façon dont se créent les institutions internationales et le temps qu'il fallait pour qu'elles deviennent opérationnelles. Et on avait constaté qu'il fallait 15 ans. Et donc à l'époque, les auditeurs du Collège des hautes études s'étaient dit ce n'est pas la peine de créer une organisation mondiale de l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la révolution à l'Organisation mondiale du commerce. On aura plus vite fait et ça sera plus pertinent. On ne l'a pas fait. Voilà, donc on a plein de sujets qui sont à traiter, qui relèvent de la sphère internationale et qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de solutions alors qu'ils sont évidemment très lourds. Je parlerai évidemment des migrations que l'on commence à observer. Et les migrations climatiques, nous n'en sommes qu'au début. Le levier financier. La finance n'est pas réputée être le premier allié du développement durable, je ne vous le cacherai pas. Mais on voit quand même des évolutions. Alors, je signalerai, par exemple, comme évolution lourde, ça marche plus, ce truc. Non, ça ne se voit plus. Le principe équateur. Les principes équateurs, ce sont des principes qui ont été pris dans le pays qui s'appelle l'Équateur par la communauté bancaire et qui veut que la responsabilité d'une banque s'étende
aux projets qu'elle finance. Bon, les premières années de développement durable à la Défense, parce que j'étais à la Défense à l'époque, on prenait une très grande banque qui a une très grande tour là-haut, et on lui demandait, mais quelle est ta responsabilité? Quelle analyse faites-vous? Et donc, ils avaient compté le nombre de photocopies, en disant, ben voilà, on a fait de super efforts parce qu'on a réduit la consommation électrique des plafonniers, et puis on a limité la consommation de papier, etc. Donc, on leur a expliqué que ce n'était pas là-dessus qu'on les attendait, qu'une banque, elle avait une responsabilité à travers les projets qu'elle soutient, et qu'elle ne peut pas soutenir n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, ça a été érigé donc, en principe, et la plupart des très grandes banques mondiales, enfin du monde, ont adhéré au principe Équateur. Ça veut dire que ce n'est pas rien pour elles. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit très prudente quand elle finance un projet. Il faut qu'elle vérifie en amont que le projet ne présente pas de risque écologique ou autre, ne soit pas éthiquement insoutenable. Alors après, vous avez des choses qui sont sympas, mais qui ne pèsent rien quand vous regardez la finance mondiale. C'est par exemple le microcrédit. Le microcrédit, ça a été une révolution pour beaucoup de gens. Ça a commencé par le Pakistan avec Mohamed Yunus. Et donc le principe, c'est de prêter de l'argent à des gens qui n'en ont pas. Vous me direz, prêter de l'argent à des gens qui n'en ont pas, c'est le b.a.-ba. Ben, détrompez-vous. Hein, parce que le principe d'une banque, c'est de ne prêter qu'à quelqu'un qui peut la rembourser et qui peut gager l'emprunt qu'elle fait. C'est-à-dire que si vous avez déjà de l'argent, vous pouvez emprunter. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas emprunter. Et donc Mohamed Yunus dit, moi je vais créer une banque qui va prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas et qui ne peuvent pas garantir l'emprunt qu'ils font. Et il s'est rendu compte que ces gens-là remboursaient au moins aussi bien que les autres et que son risque était limité. Et donc il a fait prospérer le principe du microcrédit. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les banques, y compris en Occident, y compris chez nous en Bretagne, ont des offres de microcrédit qui permettent à quelqu'un d'acheter une machine à coudre, à quelqu'un d'acheter un scooter pour faire des livraisons, etc. Et donc, ça permet en fait la création de micro-entreprises. Et donc, les jeunes, ou pas forcément les jeunes, enfin les entrepreneurs peuvent trouver les moyens d'acheter l'outillage dont ils ont besoin pour passer à la vitesse supérieure. Et puis, il y a un autre aspect dans les questions financières, c'est comment va-t-on faire pour intégrer dans la réalité des coûts, les coûts écologiques et les coûts sociaux. Aujourd'hui, on a une approche comptable de l'activité économique qui est limitée à ce que l'on sait compter. Par exemple, on sait compter la consommation énergétique. Et donc, on va l'intégrer dans les coûts de ce que l'on propose. Mais intégrer la pollution atmosphérique, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est un coût. Et donc, il y a d'autres mécanismes économiques de ce genre qui consistent en fait à intégrer dans le coût des prestations, dans le coût des produits et des services, à intégrer les coûts écologiques. Si on le fait, ça change les choses. Entre une tomate qui a été achetée en Hollande et qui a fait 1000 km et une tomate qui a été produite localement, il y a un coût qui n'apparaît pas. C'est le coût d'émissions de gaz à effet de serre. Alors l'ADEME, vous connaissez l'ADEME, qui est l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME est en train de mettre en place des étiquettes de consommation énergétique et de performance environnementale sur différents produits et services. Comme quand vous allez acheter un frigo au supermarché, là, vous avez des étiquettes de performance ABCDE, etc. Bon, ben, ça va être fait, l'équivalent, sur un certain nombre de produits et services pour que les gens comprennent que le vrai coût n'est pas celui qui apparaît sur l'étiquette, mais que c'est largement le coût de la consommation, etc. Et donc, l'entreprise familiale dont je m'occupe, elle a été pionnière et elle a été sollicitée par l'ADEME pour être dans le panel des cobayes qui ont été soumis à un étiquetage. Donc, il y a une étiquette de performance écologique sur notre hôtel. Voilà, donc ce sont des pratiques qui sont en train de se répandre et on voit que la finance n'est pas forcément l'ennemi du développement durable, mais que l'on peut trouver au contraire un moyen de l'associer à l'effort. Après, il y a les aspects technologiques. Alors évidemment, vous avez là les deux grands sujets. Comment fait-on pour pomper le CO2 ? Alors évidemment, on n'a pas besoin d'être centralien ou normalien pour comprendre ça.
Le CO2, il est émis, et donc on a du CO2 atmosphérique, et c'est ce CO2 atmosphérique qui fait effet de serre. Mais on peut pomper le CO2. Quel est le processus naturel qui pompe le CO2? Voilà, oui. Osez le dire. La photosynthèse. Eh bien, on peut reproduire la photosynthèse de manière industrielle. Et donc la photosynthèse, ça nous permet d'aller pomper le CO2 atmosphérique et de le mettre sous forme physique. Eh bien, si on faisait la même chose avec le puits océanique, vous savez que l'océan est le premier puits carbone sur la planète, avant la forêt. Mais que fait l'océan? Il transforme le CO2 atmosphérique en bicarbonate de calcium à travers les squelettes et endosquelettes et exosquelettes du plancton, qui après sédimente et finit par faire les formations calcaires. Eh bien ça, c'est le premier puits de CO2 de la planète. Eh bien, si on reproduisait de manière artificielle ces mécanismes, on pourrait peut-être limiter la concentration en CO2. Et on y travaille, bien sûr. Et puis du côté énergétique, évidemment, la question, c'est développer les énergies renouvelables. Et en Bretagne, on est très, très motivé là-dessus. On a du vent, on a du soleil. Regardez aujourd'hui, je ne raconte pas de blague. Donc on doit pouvoir faire bien. Et la question clé, c'est le stockage. On progresse aussi assez vite sur le stockage d'énergie, puisque le problème de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas constantes, et que donc il faut emmagasiner l'énergie produite. Voilà. Et puis il y a la question des comportements de chacun. Malheureusement, moi j'ai dû prendre ma voiture pour venir vous voir, mais si j'avais pris un vélo, il m'aurait fallu plus longtemps, c'est sûr. Essayons de réfléchir à notre mode de vie, à essayer d'être sobre dans nos comportements, et on peut arriver à des performances tout à fait importantes. On peut réduire de façon très importante même sa propre consommation énergétique si on y fait attention. Et donc c'est largement un problème de chacun. Il y a des paramètres qui sont des paramètres imposés. Si je vais demain à Strasbourg, je peux prendre le TGV pour aller à Strasbourg. Et il y a quelques années, je ne pouvais pas le faire, j'étais obligé de prendre l'avion. Donc il y a forcément des paramètres qui nous échappent. Mais on peut y faire attention. Et je termine sur ça. Donc là, en fait, c'est les nouvelles pratiques, les nouvelles organisations économiques que l'on peut mettre en place et qui sont d'ailleurs déjà expérimentées et qui permettent d'être intelligents. L'éco-conception, tout à l'heure, ce que je vous ai raconté à propos de la bouteille d'eau là, pour mes clients au restaurant, en fait, c'est de l'éco-conception d'activité. Dans le sujet, il y a l'éco-conception de la bouteille. Cette bouteille, elle est éco-conçue pour protéger l'eau qu'elle contient, de chocs éventuels, etc. Elle est éco-conçue pour pouvoir s'écraser et pour pouvoir être recyclée et fabriquer des vêtements polaires. On est d'accord? Donc il y a de l'intelligence derrière la bouteille. Avant, on faisait des bouteilles sans penser à tout ça. Donc l'éco-conception, il faut l'adapter non seulement à la conception des produits, mais aussi des activités. L'économie circulaire, on en parle de plus en plus, ça a été mis à la mode l'année dernière, c'est qu'en fait, on recycle et qu'il n'y a pas de déchets. C'est un peu le principe de l'écologie industrielle aussi, c'est-à-dire qu'on applique à l'activité industrielle la logique du vivant. Alors pourquoi la logique du vivant? C'est parce que dans le vivant, le déchet n'existe pas. Il n'y a pas de déchets. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé. Tout profite. Il y a toute une organisation qui fait que tout est ressource. Eh bien, il faudrait que l'on en arrive à peu près à la même logique. C'est-à-dire que les déchets d'une entreprise deviennent les matières premières de l'entreprise voisine. Que les calories qui s'échappent soient récupérées par l'entreprise voisine. Et puis, on a un autre sujet qui est l'éco-fonctionnalité, c'est-à-dire que l'on va passer de la notion de produit à la notion de service. C'est exactement ce qui se passe quand on met en place des Vélostars dans l'agglomération de Rennes, ou quand Bolloré met en place ses Blue Cars à Paris. On remplace un produit par un service.
Et quand on fait ça, évidemment, on limite les besoins de production. Et donc, on limite l'impact sur les ressources, etc. Tout en procurant un service équivalent, si ce n'est meilleur. Et donc, quand vous prenez tout ça, eh bien, vous finissez par arriver à un nouveau modèle, mais je n'ai pas le temps de le détailler. Ça, tu connais bien, hein, Bernard. Donc, Bernard est un des chantres de Negawatt, qui est l'organisme d'experts qui produit ce type de schéma tout à fait efficace, parce que ça permet de comprendre comment on peut abattre les consommations énergétiques, d'abord par le comportement, ensuite en remplaçant certains équipements, comme vous remplacez les ampoules électriques à incandescence par les ampoules basse consommation, et puis vous faites appel aux énergies renouvelables plutôt que faire appel aux énergies fossiles. Et tout ça, en faisant tout ça, vous gardez le même niveau de confort, mais vous avez abattu de 30, 40, 50% la consommation énergétique. Je ne détaille pas, vous voyez qu'on peut raffiner les choses, on passe, on y reviendra un jour si on a le temps. Le grand défi, c'est ça, c'est le point d'interrogation. Comment fait-on pour déconnecter la courbe naturelle, entre guillemets, de la croissance économique avec la courbe des ressources? Il faut que l'on arrive à connaître un développement économique satisfaisant et équivalent à celui que l'on a eu jusqu'à présent, en étant beaucoup moins impactant au niveau des ressources et de l'énergie. Et voilà, la finalité, c'est ça. On en arrive à une nouvelle économie que l'on appelle en Bretagne la glace économie. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à venir à l'école de commerce lundi prochain. Je fais ma pub, excusez-moi. Donc lundi prochain, le Collège des hautes études du développement durable Bretagne organise l'après-midi à l'école de commerce une table ronde sur le pacte d'avenir. Vous savez que le gouvernement a mis en place un programme de soutien à l'économie bretonne qui s'appelle le pacte d'avenir de la Bretagne. Et on va s'interroger sur comment va-t-on faire pour récupérer cette aide, pour mettre en place le nouveau modèle. Ce nouveau modèle, qui est un modèle intelligent, qui associe le territoire et l'entreprise sur des nouveaux sujets. Et quand on dit la glace économie, comme je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ne sont pas bretons, je vous livre quand même la clé de compréhension. Glace, en breton, c'est la couleur de la mer. C'est la couleur de la mer qui se confond avec celle du ciel à l'horizon. C'est bleu, c'est vert, c'est gris, c'est changeant. C'est tout ça à la fois. Alors quand vous dites le vert, eh bien, le vert, c'est le végétal. C'est la ressource, c'est la biomasse. C'est la méthanisation derrière, en termes d'énergie. Le bleu, c'est la mer, c'est les algues, ce sont les biotechnologies, ce sont les énergies marines, les hydroliennes, tout ce que vous voulez. Le gris, c'est l'intelligence. Alors l'intelligence collective, c'est l'intelligence de nos amphis. C'est aussi l'intelligence collaborative. Hein, ce sont les nouveaux outils qui nous permettent de travailler au niveau collectif et non plus au niveau individuel. Et donc, vous voyez qu'en Bretagne, on a toutes les ressources pour pouvoir développer ce nouveau modèle. Et donc, ça, c'est un expert qui s'appelle Christian Dutertre qui vous a fait, dans ce schéma, qui a ramassé les concepts et qui vous montre comment on est passé d'une logique simplement d'amélioration à une logique complète. C'est un modèle d'économie de fonctionnalité. Hein, on passe du produit au service, on applique au territoire, et on répond aux besoins des populations par des bouquets de produits et de services qui sont mis en cohérence par les nouvelles technologies d'information. C'est la nouvelle économie qui se développe, notamment sur la thématique de la mobilité. Et je pense que Kerlan sera un des territoires d'expérimentation de cette nouvelle économie et de cette nouvelle logique, et j'espère que vous y prendrez part. Voilà, donc, pardon Bernard d'avoir été un peu long, mais tu connais le personnage, donc j'espère que je ne vous ai pas dégoûté du développement durable. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Alors, qui veut se lancer pour échanger avec Jacques Bréjean, lui faire part de son point de vue? Oui. Guy
Guillaume, mécatronicien. J'ai une question sur les leviers financiers du développement durable. Enfin, ça veut dire quoi la finance islamique? Ah oui, c'est que dans le monde islamique, on ne peut pas prêter d'argent que l'on n'a pas. C'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent, c'est que vous l'avez en poche. Chez nous, ce n'est pas le cas. On demande aux banques d'avoir seulement 6 ou 7% en poche de ce qu'elles prêtent. C'est pour ça que le monde bancaire occidental est un peu fragile. Ah oui, c'est un truc incroyable. Hein. Oui, ça surprend parfois, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc la confiance est un paramètre. Un autre département, là. Les sportifs, vous allez à Sochi? Non? Vous savez que tous les Jeux Olympiques, depuis, je sais pas moi, presque 10 ans maintenant, ont une politique de développement durable. Alors certains sérieusement et d'autres pas. Donc à Sochi, vous allez avoir, ça va être un magnifique exercice de greenwashing. Hein. On va vous expliquer qu'on est développement durable à plein tube, et derrière, on a fait des investissements absolument sidérants qui ne vont pas trouver d'utilité plus tard. Et donc, c'est globalement l'organisation du gaspillage de l'argent public. Mais c'est pour la gloire du pays. Bon, ben écoute, Bon. je pense que tu as été tellement convaincant. Oui, sans doute. Ouais. En tout cas, merci Jacques Je t'en prie, merci à vous. de nous apporter cette vision. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de personnes en France qui sont capables de donner ce regard. Et tu en fais partie, et donc on a une chance absolument immense de t'avoir. Si. Bien, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois, puis on va sur une pause.